c'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, quand j'y pense, vous avez fait le tour de tous les gens qui sont censés aider les entreprises à se créer, hein, et ils ne vous ont pas donné un copec. Rien. Que dalle. C'est invraisemblable. Les OSEO et autres machins de l'investissement et que sais-je. Alors il y en a qui disaient que votre projet n'était pas assez mûr, parce qu'en fait vous n'aviez pas encore de chiffre d'affaires, vous n'aviez pas encore l'agrément. D'autres qui vous disaient qu'il était trop mûr, parce qu'eux ils finançaient des trucs où il n'y avait que l'idée, puis même pas un début de réalisation. Enfin, cette liste de rendez-vous invraisemblables, et les Richards puissants là, qui sont dans des locaux dorés là, et qui vous font lanterner, qui vous demandent expertise sur expertise, c'est l'enfer, l'enfer. Hein. Et avec ça, vous trouvez quand même des gens qui sont finalement des individus, hein, des entrepreneurs, et qui mettent leurs économies dans votre boîte pour vous tirer d'affaires. Hein. Et avec notamment la réponse à ce dernier coup de pied de l'âne de cette agence de certification, là, qui, alors que tout est prêt, vous dit il n'y a qu'un détail, c'est qu'il vous faut 6 millions de plus. C'est les salopards. C'est le coup classique du banquier qui, à la fin, quand tout est monté, dit oui, mais écoutez, désolé, mais il faut encore du capital. Le sujet fondamental, c'est que derrière toute entreprise, il y a des hommes, et que c'est les hommes qui font que l'alchimie marche ou pas. Et en fait, toutes ces institutions ont beaucoup de mal à comprendre l'alchimie. On peut appeler ça un business plan, et on peut le valider par des études de marché, mais en réalité, il n'y a aucune étude qui a montré l'appétence pour un produit que personne n'a jamais vu et qui n'existe pas. Et donc, ce que ne mesurent pas tous les gens qu'on a vus, et que nous on mesurait parce qu'on était dedans, c'est le problème qu'on réglait, la foi qu'on avait, et l'énergie qu'allait mettre toute l'équipe, et notamment les 4 fondateurs, dans le projet. Et ça, personne n'est capable de le mesurer. Et c'est vrai qu'on a été confronté à un conservatisme très très fort. Et que personne n'a cru que ça pouvait déplacer éventuellement des montagnes. Le plus interpellant pour moi, ça a été le rendez-vous à la Caisse des dépôts et consignations. Puisqu'on connaissait le directeur financier, on a rencontré le directeur de la stratégie. Il y a un dossier, ils y croyaient, qui est passé au comité exécutif, qui a dit c'est pas notre problème de faire un compte pour les plus pauvres. Sauf qu'eux, ils s'occupent des HLM et que les gens payent en cash leur loyer et que c'est un vrai problème pour les concierges. Et avoir cet aveuglement m'a complètement scotché. Qu'ils n'aient pas compris le modèle, mais même pas l'intérêt pour eux. Mais pour être positif, on est ravis que tous ces gens-là ne soient pas venus. Parce qu'aujourd'hui, on est libre et on a des entrepreneurs. Et quand on veut faire entrer la Confédération des buralistes dans le capital, on envoie un mail à nos 80 actionnaires qui nous répondent dans la semaine. Et c'est beaucoup plus simple. Et si on fonctionnait avec ces institutions, ils feraient des due deals de la Confédération des buralistes, on y serait encore 3 mois après, et puis ils seraient partis avec d'autres. Donc ce manque d'agilité pour nous accompagner au moment crucial où on en avait besoin, finalement, est une accélération de notre agilité aujourd'hui, maintenant qu'on a réglé le problème. Il y a un facteur humain. Le facteur humain s'appelle le buraliste. Et le buraliste, c'est quelqu'un qui connaît les gens qui passent chez lui, en qui ils ont confiance, et qui parle d'égal à égal. C'est quelqu'un qui a son parcours, qui à un moment de sa vie a acheté son fonds de commerce, qui nous ressemble, qui ne juge pas, qui dit bonjour, qui dit merci. Il parle à l'ouvrier, il parle au CSP++, et quand il parle à tout le monde. Et quand il dit voilà... Il ne pose pas les questions intrusives. Voilà, il ne pose pas les questions intrusives. Voilà. Et donc on est dans un rapport d'égalité avec lui. Sociologique, égalité sociale. Égalité, tout à fait. Quelles sont les difficultés techniques principales que vous avez rencontrées, en dehors du fait que le fournisseur, à un moment donné, a été défaillant et que vous avez été obligé de le remplacer? C'est comme un projet, quoi. C'est comme un projet. Donc un projet, il y a une date théorique, c'est comme un business plan, quoi. Il y a un revenu théorique la première année, un projet, il y a une date théorique de sortie. Non, mais concrètement, c'était le temps réel et c'était le core banking system en temps réel. C'était ça la grosse difficulté. Le temps réel, la
borne également, et ça demande plusieurs défis technologiques un petit peu à mettre pour... La borne a été dure à mettre au point. Ouais, mettre au point, parce qu'il y a beaucoup de... C'est les Chinois qui la fabriquent. Alors, c'est pas les Chinois qui la fabriquent, c'est que les composants viennent de Chine. De toute façon, tous les composants, tous les grands fabricants de composants sont chinois. Les composants viennent de Chine, mais par contre, ils sont assemblés ici à Alfortville, à quelques kilomètres d'ici. Donc elle est made Dans in notre France, entreprise, ouais. puisqu'assemblée ici. Ils sont tout assemblés individuellement ici. Donc, où est la valeur ajoutée? En France ou en Chine? La qualité elle est en France. Parce que Déjà, l'assemblage la est qualité- ici, les tests qualité sont les ici. tests qualité sont ici, donc toute la qualité elle est française. Et puis ensuite les composants ils sont chinois, mais comme ceux de votre iPhone. Oui, ça vous donne une meilleure maîtrise. Oui, moi je tenais absolument à ce que chaque borne envoyée dans un point de vente soit passée par notre contrôle, nos tests, etc. Et c'est pour ça qu'on a demandé et qu'on a souhaité internaliser et faire l'assemblage en France. Donc bon, il y a des cartes électroniques, quand il y en a une qui est cassée, on la remplace. Mais voilà. Et là-dessus, on n'aurait pas eu de valeur ajoutée à le faire en France. Alors, racontez-moi un peu, là, au plan technique, là, les Oui. plus grosses difficultés que vous avez eues avec le temps réel, par exemple. Comment ça s'est passé? Le temps réel, il faut, vous savez, on fait un peu figure d'exception, puisqu'on fait fonctionner un système en temps réel dans un système global qui fonctionne en batch. Donc, toutes les banques aujourd'hui fonctionnent en mode batch, toutes les cartes bancaires fonctionnent. L'univers fonctionne en batch. L'univers, j'en sais rien si les Non, mais banques sont l'univers, dans l'univers, non. mais L'univers bancaire. l'univers bancaire fonctionne en batch, et ça n'a pas changé, puis ils n'avaient pas de raison de changer. Et vous, là-dedans, vous voulez être une forme d'électron libre et de travailler en temps réel. Donc, on s'est heurté à plusieurs difficultés techniques qu'on a dû contourner pour assurer notre promesse client et dire c'est vraiment un compte instantané. Voilà, ça c'est C'était des difficultés aux interfaces avec le système bancaire, alors. Oui, des interfaces, et puis même conceptuellement, quoi. Il faut réussir à rendre quelque chose temps réel dans un monde qui ne l'est pas, quoi. Et pour fait, le monde, c'était le vôtre, en l'occurrence. Oui, C'est mais notre système de on paiement, est... c'est un isolat. Si on veut, mais quand vous allez retirer de l'argent au Cambodge avec votre carte Mastercard, le distributeur du Cambodge, c'est pas le mien. Le réseau, c'est celui de Mastercard, et avant que ça m'arrive jusqu'à moi, voilà, donc il y a eu des... Là, j'ai compris. Voilà, il y a eu des soucis. On maîtrise, alors quand vous êtes dans le point de vente nickel, quand vous êtes chez le buraliste agréé compte nickel, et là, on maîtrise complètement le flux, et j'ai envie de dire, on est chez nous. Voilà, ouais, exactement, on est chez nous. Mais par contre, quand vous l'utilisez sur un site internet, rue du commerce, ou je sais qu'il y a le voyage SNCF, ou ce que vous voulez, ou que vous allez au Monoprix en bas, qui lui-même est relié à la BNP, ou que vous allez à l'étranger, voilà, on s'appuie sur des partenaires. Et avant que ça arrive jusqu'à chez nous, il se passe des choses. Et voilà, ça fait partie des petits tours de force qu'il a fallu qu'on résoudre. Et oui, mais du coup, ça peut mettre en question y compris la sécurité, là, puisque du coup, vous n'avez plus le bénéfice du temps réel, puisque vous passez à travers des gens qui sont en batch, eux. Oui, c'est pour ça, mais si on a réussi malgré Donc, tout, mais on a réussi, nous, à rester temps réel et à cheminer, mais je crois que ma connaissance, on va être le premier. Si le type, avec sa carte, va faire des retraits à droite à gauche... Ou qu'il les fasse, ça arrive chez nous. Oui, mais il peut se mettre en découvert à un moment donné. Non, parce que si jamais ça n'arrive pas à nous contacter, la carte refusera l'opération. Attends, il a retiré les bifetons. Il ne peut pas retirer les bifetons si la carte ne nous a pas appelés. S'il n'a pas carte blanche, il peut pas retirer l'argent. Voilà. Donc la carte, elle attend notre réponse, elle attend la réponse de notre système d'information. Elle nous appelle depuis l'Indonésie en passant par Et Mastercard. en temps réel. Et en temps réel. Ah, alors d'accord. Si vous faites solde, d'ailleurs vous avez un compte nickel, si vous faites solde là tout de suite en sortant et que vous regardez combien vous avez, vous retirez avec votre carte nickel dans un distributeur 50 €. Au moment où vous entendez les billets sortir, vous refaites solde. Vous le marquez avant, vous faites solde, vous allez voir que vous allez être débité du montant de votre retrait plus de la commission. Immédiatement. Mais donc il a fallu... Et ça veut dire que du distributeur, c'est passé par la banque, qui elle-même est passée par Mastercard, qui elle-même est passée chez nous, et arrivé chez nous, on a consulté, on a débité votre compte, on a vérifié que vous pouviez le faire, on a débité votre compte, et on a renvoyé la réponse. Et c'est pareil que vous soyez en Indonésie ou en bas. Vous obteniez de Mastercard cette performance. Ouais, il a fallu que... Elle n'est pas native chez eux. Elle est, sur toutes les banques, elle s'arrête avant, en fait. Elle s'arrête sur un endroit où on va juste consulter votre plafond hebdomadaire ou mensuel. Critères.
Voilà, le buraliste était le réseau de proximité. Le réseau rêvé, Le réseau rêvé, parce Il que est structuré. parce qu'à la fois, il est dirigeant structuré avec une responsable. fédération très solide, très puissante, qui réfléchit vraiment en stratégie, en plan stratégique pour ses buralistes. Et en même temps, chaque commerçant est indépendant. Et donc a son propre volontarisme. Moi, je suis impressionné par la qualité de relation qu'ils ont avec leurs clients et par la quantité de travail qu'ils fournissent chaque jour, quoi. C'est qu'objectivement, je ne connais pas de profession qui travaille 13 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est les seuls. Et où c'est le patron qui fait ce boulot-là. Et alors l'autre avantage du buraliste, c'est qu'il est finalement assez familier avec les technologies. C'est-à-dire que c'est lui qui distribue la téléphonie prépayée et donc les solutions de dématérialisation. Il distribue de la téléphonie, il distribue des jeux. Il y a souvent des nouveaux jeux, il y a souvent des changements de prix, il y a souvent des gains, il y a souvent, etc. Et donc il y a des systèmes de caisse qui sont assez sophistiqués finalement et plus que des commerces qui sont, je dirais, plus simples. Et puis il a déjà un rôle de lien social énorme. Il y a des buralistes qui nous disent j'aide les gens à remplir leurs chèques parce qu'ils viennent me demander, c'est moi qui écris, etc. Et puis il a déjà aussi, et j'allais dire malheureusement, mais il manipule beaucoup d'espèces. Il n'y a plus de cash dans les agences bancaires. Chez les buralistes, il y en a trop. Et s'il y en avait un qui avait besoin de décaisser du cash grâce au compte nickel, puisque les gens viennent faire des retraits, et il y a plus de retraits que de dépôts, et l'aider à alléger sa caisse, et ben c'était aussi... Voilà, donc il avait beaucoup besoin de nous. Ils ont un intérêt direct à être prescripteur. Bien sûr. Et au départ, il fallait convaincre les premiers buralistes. Et les premiers buralistes, pour les convaincre, on allait faire des dîners en province. On a fait des dîners à Lyon, des dîners à Nantes, des dîners à Lille. Et on avait 10 buralistes qui venaient dîner avec nous, qui venaient nous écouter, qui étaient recrutés par notre partenaire Bimedia qui gère les systèmes de caisse. Donc c'était des buralistes qui étaient équipés des caisses Bimedia. Et on leur racontait le compte nickel, ce que ça allait faire, etc. Et donc ils étaient intéressés, mais à la fin du dîner, il y en avait en gros la moitié qui nous disait « je suis intéressé ». Et on leur laissait un dossier pour qu'ils remplissent le dossier pour être candidat à la CPR. Mais on recevait les dossiers, je dirais, au compte-gouttes. Et on allait vraiment chercher à la paluche les premiers buralistes. Et puis, quand on a eu l'agrément, on s'est dit on va faire une conférence de presse. Et on a dit on va faire une conférence de presse, non pas parce qu'on est prêt à distribuer, mais qu'on a levé les fonds, on a l'agrément, et tous les partenaires informatiques, bancaires, intermédiaires, etc., avec qui on travaillait, commençaient à dire c'est des rigolos, quoi, l'agrément, ils l'auront jamais. Et puis nous, on payait les factures au compte-gouttes, parce que l'argent était rare. Et donc, on voyait bien qu'on baissait dans les priorités. Et puis on s'est dit, il faut qu'on mobilise aussi les buralistes. Donc, on a l'agrément, on a levé les fonds, on va faire une conférence de presse. Et on se dit, quel va être le premier réflexe d'un journaliste ? Ben, ça va être d'appeler la Confédération des buralistes et de lui demander s'il est au courant et s'il trouve ça bien. Donc je me suis dit, avant de faire la conférence de presse, il faut qu'on aille voir le président de la Confédération des buralistes, Pascal Monredon. On l'avait vu 2 ans avant. Et il trouvait que l'idée était bonne, mais il était normal. Il disait, bah, quand vous serez prêt, vous reviendrez me voir. Et donc là, on était prêts et on était allé le voir. On l'avait vu au salon Losange Expo, oui, bien avant. Et on passe 2 heures avec lui, mais 10 jours avant la conférence de presse. Il dit, revenez demain. Et on repasse 2 heures avec lui, à rentrer dans tous les détails, etc. Et là, il nous dit, on voudrait rentrer dans le capital. Et on ne s'y attendait pas, et je ne savais pas, la Confédération des buralistes est actionnaire de la Française des Jeux, l'Européenne de cautionnement, etc. Et on leur a dit dans les yeux, banco, on y va. Et donc, à partir de là, on a fait un protocole, d'accord, etc. On est devenu un des projets stratégiques de la Confédération et des buralistes. On a intervenu devant le Congrès avec les 450 élus. Et là, on a fait 3 heures de questions-réponses avec tous les buralistes. Et depuis, toutes les portes sont ouvertes. On fait les assemblées générales des chambres syndicales départementales quasiment tous les dimanches avec Riyad. On revient de Colmar, on était à Niort, on va aller à Metz, on va à Sobdelone dans 10 jours. Et là, bah, on voit 150 buralistes, et là, ils sont tous candidats. Donc on a plus de 1000 buralistes qui sont candidats, et on en a plus 15 par jour. Donc on a complètement, là aussi, amorcé complètement la pompe. Et ça, c'est un facteur clé de succès très très important, parce que sans eux... Vous l'avez fait avec le président des buralistes. Alors, pas la première, parce qu'on n'avait pas signé, mais la deuxième, et elle a eu un grand succès. Il était là. Oui, tout à fait, bien sûr. Il était là, et on l'a faite chez lui. C'est-à-dire au siège de la Confédération des buralistes. Ouais.